Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de témoignage pour aborder la question du TOC du point de vue du malade. Donc aujourd'hui, je suis ravi de retrouver Joël et je te l'ai déjà dit, mais je vais te le redire, pour moi c'est très spécial aujourd'hui d'être avec toi et de t'interviewer parce que tu as joué un rôle important dans mon propre parcours. Je pense que tu as joué un rôle important pour beaucoup de gens, mais voilà, je tenais à te le dire parce que le témoignage que tu as fait avec Frédéric Lopez a beaucoup compté pour moi et voilà, donc je suis assez ému d'être là aujourd'hui à côté de toi. Donc avant qu'on détaille, qu'on revienne sur ton parcours, est-ce que tu peux en deux mots nous dire qui tu es? Alors avant de dire qui je suis, je voudrais aussi te féliciter parce que si moi j'ai peut-être été un moine défricheur pour beaucoup de personnes qui souffrent de TOC, moi je suis avec beaucoup d'attention l'arrivée de toute une génération nouvelle qui possède des outils que nous ne possédions pas à l'époque lorsque nous étions au Moyen Âge des TOC, à savoir ce que nous faisons aujourd'hui, une vidéo. Et puis je vois des personnes qui sont animées d'un grand sens aussi civique et puis surtout qui prennent à mal, qui ont vraiment pris le taureau par les cornes. Donc je tiens à te féliciter. Et si tu es très ému d'être près de moi, eh bien c'est réciproque, mon cher Raphaël. Et encore une fois, je te félicite pour cet énorme travail, un travail de vulgarisation finalement. Alors mon discours aujourd'hui, c'est vrai, ça va être un discours rempli d'espoir puisque j'ai zéro TOC. Après avoir bien sûr eu, on va dire, les TOC tous azimuts. Alors je suis Joël Fauré, donc j'ai 62 ans. Je pense être peut-être un des plus anciens membres de l'association, de l'AFTOC, puisque Marc Lalvé l'a créé en 92, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était l'association française des troubles obsessionnels compulsifs et du syndrome Gilles de la Tourette, qui est voisin, on est voisin de palier. Donc moi, à l'époque, je souffrais de ces TOC, mais on n'employait pas ce mot, hein, qui est un petit peu rude. Hein. Ma première psychiatre que je vais citer, Marie-France Moll, parlait de rite de réassurance. Alors qu'on était bien sûr dans une pathologie que nous connaissions, hein, puisque Freud en avait parlé. Lui, il parlait de folie résonante, de folie du doute, mais on n'a rien inventé. Simplement, ce qu'on a inventé, c'est une nouvelle appellation, puisque le profil des malades était tout à fait le même. Donc voilà, moi je suis membre de l'AFTOC depuis les origines, depuis 1992, et à Toulouse, sur la région Occitanie, nous avons peut-être été, ça fait un peu fiero tout ce que je dis, mais tant pis, c'est pas grave, tu sais. Nous organisons des groupes de parole, tous les 2 mois à peu près. Nous bénéficions de la CMS, de la Communauté municipale de santé, qui est un organisme municipal qui nous prête bien sûr ce local, de manière à ce que nous puissions faire des groupes de parole. Des groupes de parole, on en parlera tout à l'heure, j'imagine, Oui. parce qu'ils ont une grande utilité. Hein, on tourne à 15, 20, voire 25 et 30 personnes. Donc voilà. Alors, ce que je voulais aussi te dire, en préambule peut-être de cette vidéo, c'est que si moi je suis sorti d'affaires, hein, c'est-à-dire si j'ai vraiment combattu, parce qu'on peut vraiment parler d'un combat contre les TOC, si je m'en suis sorti, on n'en sort pas indemne déjà, mais bon, jamais, au grand jamais, je ne lâcherai l'affaire, c'est-à-dire que il ne se passe pas une semaine, par exemple, sans que le téléphone sonne chez moi et qu'on me dise, voilà, j'ai eu une mission avec Frédéric Lopez, comment vous avez fait, etc. Et je passerai du temps, je passe le temps qu'il faut pour répondre au téléphone, pour rassurer, parce que c'est vrai que quelques mots suffisent parfois pour rassurer, pour apporter un bien-être. Donc voilà. Et puis voilà, bon, on va développer. On va développer. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu es le plus ancien des membres de l'association, mais en tout cas, tu es un des plus emblématiques parce que voilà, c'est vrai que le travail, tu te parlais de moine défricheur, tu as été un des premiers à te médiatiser. Et justement, le témoignage que je t'ai fait montre la force du témoignage. Et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos aussi. Et là, avec ton cas, donner un véritable message d'espoir, montrer qu'on peut s'en sortir. Et c'est le message qu'on fait passer dans les groupes de parole que tu citais. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est tout simplement comment est-ce que ça a commencé pour toi et c'était en quelle année? Parce que ça a une importance, on sait que la connaissance, le regard sur le TOC a beaucoup changé. Pour toi, c'était quand et comment? Alors, il y avait probablement un terrain anxieux, ça c'est évident. Ma mère était anxieuse, mon père aussi. J'ai eu 20 ans dans les années 80. Bon,
J'étais en 60, j'ai eu 20 ans dans les années 80. Et je ne te cache pas, tu ne peux pas l'ignorer, que dans les années 80, le sida est arrivé. Bon. Le sida est arrivé, c'est un détonateur, hein, puisque on prétendait vraiment tout maîtriser, la médecine savait tout faire, etc. Or là, on est arrivé avec une maladie, paf, c'était vraiment la mort. Alors mon premier TOC, il est très répertoriable, ça a été un crachat. Le tout premier TOC, ça a été un crachat parce que j'étais persuadé d'avoir attrapé le sida. Donc c'est que ça a commencé avec ça, ça a germé avec cette maladie, avec le sida, j'étais persuadé d'avoir le sida, donc forcément je me voyais déjà au cimetière, hein, tout simplement. Ça a été un crachat et ça a été, on va dire, l'acte inaugural qui a ouvert la porte sur toutes les autres compulsions qui sont arrivées après. Mais le premier TOC, c'était un crachat, je m'en souviens très bien. La première compulsion, mais aussi la première obsession, parce que là c'était la pensée qu'on connaît, qui génère de l'angoisse, qui ne part pas, qui générait le besoin de la neutraliser par une compulsion qui était le crachat, mais par la suite, ça a beaucoup évolué, on va en parler. Voilà, c'est arrivé. Alors, l'éventail, le catalogue des TOC, on va peut-être en parler, il est vraiment, quand on l'ouvre comme ça, le spectre est très large. Ça va de la rumination à la contamination, on y est dedans, la rumination, la procrastination, l'accumulation. Voilà. Ce que je voudrais avant toute chose dire, c'est que il me semble, avec le recul, que le TOC va toucher la sphère intime. Alors, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut savoir un petit peu exactement d'où viennent les foyers obsessionnels. Il faut avoir peur de rien, y compris pour la sexualité, pour la religion, pour l'affect, pour nos propres affects, puisque le TOC va se nicher dans des détails. Des détails qui sont dans des domaines qui sont très tabous et qui rendent la chose difficile à exprimer, y compris vis-à-vis de soi-même. Absolument, absolument. Voilà pourquoi il ne faut plus avoir peur de ça. Regarder en face la réalité, parce que parfois on se cache derrière son petit doigt, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, si je parle comme ça, si j'ai ce discours qui va peut-être paraître un petit peu trop abrupt pour les personnes qui vont nous regarder, je m'en excuse, c'est parce que j'ai fait du chemin. D'accord, j'ai fait suffisamment de chemin. Donc il ne faut absolument pas se voiler la face. Me concernant, c'est vrai que la sexualité a eu énormément d'impact sur les TOC, et je vais le dire ouvertement, puisque je l'ai déjà dit publiquement de façon médiatique, donc sur France 2 et ailleurs. Moi, c'est parti de la sexualité, une sexualité qui a été sinistrée, et pour cause, puisque j'avais un phimosis. Un phimosis, donc c'est l'incapacité de décaloter le gland, on est bien d'accord. Et à 10 ans, un médecin a fait une circoncision à vif, complètement ratée. Donc, j'ai hurlé plus fort que les loups. Et puis, à l'époque, on ne faisait pas des procès comme on le fait aujourd'hui. Donc, moi, je me suis retrouvé aussi, j'étais dans un milieu un peu étriqué, tabou, à la campagne. Bon, on est dans les années 70, hein, les austères années pompidoliennes. Hein, bon, on ne parlait pas du tout de ça. Et moi, je suis resté finalement avec cette blessure qui était là, qui a certainement fait le TOC non seulement d'une angoisse, mais qui a fait le lit aussi des troubles obsessionnels compulsifs. Ça aurait pu être autre chose, hein, Raphaël. Ça aurait pu être, on va dire, une bipolarité, ça aurait pu une schizophrénie, bon, etc. Ça aurait pu, voilà, c'est pas le cas. Bon, mais ce sont les TOC qui se sont manifestés les premiers. Donc ça, on peut parler d'une origine. Même si après, on sait maintenant que la chimie du cerveau intervient, c'est-à-dire la sérotonine, etc. Mais la base, la genèse, elle est là. Elle est il me semble que c'est très important, à la base, quand on doit, comme ça, revenir à la source. Hein, même si c'est très difficile de pister, d'investiguer sur l'origine des TOC. Mais ça me paraît important de dire ça. Voilà. Partant de là, après, ça a été une autoroute
une autoroute pour toutes ces compulsions et toutes ces obsessions. Et alors justement, cette autoroute, où est-ce qu'elle t'a mené? Parce que là, on a parlé du déclenchement autour du sida. D'ailleurs, ce n'était pas du tout le seul. Il y a beaucoup de ta génération, de personnes qui ont souffert de TOC, qui étaient liées au sida. Moins la mienne. Ça trouvait d'autres objets pour s'exprimer, mais pas tellement le sida. Et alors, à partir du sida, comment ça a évolué? Alors, voilà, je vais essayer d'être synthétique, de ne pas être trop long pour ne pas un petit peu lasser celles et ceux qui nous regardent. Ça s'est manifesté avec, d'une manière très insidieuse, sur l'écriture et sur la lecture. Alors, je vais essayer de détailler. Le TOC s'est installé dans l'écriture de certaines lettres. Alors, je vais citer les lettres. C'est la lettre Q pour sa problématique sexuelle, c'est-à-dire que je repassais sur la lettre Q jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, de manière à ce que je puisse évacuer l'obsession, donc la compulsion étant censée chasser la compulsion. Alors, il y a dans le ministère où je travaille, le ministère de la Justice, je peux parler de ça puisque, évidemment, j'ai fait le coming out, il y a des registres, si tu vas dans les archives du tribunal judiciaire de Toulouse, il y a des vieux registres, et sur la lettre Q, il y a un trou. Parce que je suis tellement repassé que... Alors, je vais en rire aujourd'hui, mais ça, évidemment, ça traduisait une grosse angoisse. Alors, je dis ça pour que les gens comprennent bien. Oui, et justement, pour les gens qui ne vivraient pas le TOC, c'est difficile à concevoir. Est-ce que tu peux nous dire, au moment où tu écris la lettre Q, oui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ce besoin? Alors, il y a une angoisse qui se... Qu'est-ce qu'une angoisse? Qu'est-ce qu'une angoisse? C'est quoi l'angoisse? C'est quoi? C'est des petits rats qui sont dans la tête, qui sont en train de vous grignoter tout ça. C'est un personnage qui est au bord d'un ravin. Il a deux personnes avec des flèches. C'est une image, deux personnes avec des flèches sur le côté. On peut faire tout ce qu'on veut avec l'angoisse. L'angoisse, c'est, comme dirait Gabin dans un film, ça ne s'explique pas, il faut que ça vous arrive pour comprendre. Je pense que l'angoisse, elle est universelle, mais l'angoisse, elle est là lorsqu'effectivement il y a cette propre compulsion qui peut paraître encore une fois anodine à quelqu'un qui n'en est pas atteint. Le TOC, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez du TOC, mais enfin si vous en donniez la peine, que vous avez du mal à fermer une enveloppe, mais enfin qu'est-ce qui se passe? Alors une autre anecdote pour qu'on soit précis. Je travaillais dans un service assez courant, et j'avais du mal à fermer une enveloppe parce que j'étais persuadé que dans l'enveloppe, il y avait un document compromettant. Bon, je fermais, j'ouvrais, je fermais. Besoin de vérifier. Vérification de l'enveloppe, ça parle, je pense que ça parle suffisamment. Et ma hiérarchie m'a appelé et m'a convoqué, m'a dit, mais enfin monsieur, on m'a dit que vous êtes dans un des services les plus simples là, et on m'a dit que vous n'arriviez pas à le maîtriser, mais enfin vous êtes un bon à rien. Et j'ai dit, mais monsieur, j'ai du mal à fermer une enveloppe. Mais vous me prenez pour un imbécile ou pas? Bon. Et je suis rentré chez moi et j'avais envie de me tirer une balle à la tête. Ça, c'était en 93 et c'est là où j'ai fait la médiatisation. C'est-à-dire que j'ai décidé, parce que j'avais aussi, par le passé, avant de mal tourner et de devenir fonctionnaire, il se trouve que j'ai travaillé dans une radio dont les médias m'intéressaient, si tu veux. Et donc, j'ai décidé de médiatiser tout ça. Donc, il y a eu une grande émission sur TF1 et il y a eu, sur le journal local, La Dépêche du Midi, à la une, Jomette Forêt raconte son enfer quotidien. Ça a été un départ. Mais ce n'était pas suffisant pour que j'aille mieux. Mais pour autant, enfin, du coup, ce besoin de se médiatiser, ce qui est courageux en soi, parce que tu rends public quelque chose qui représente beaucoup de souffrance, part d'une situation, enfin, j'imagine c'est un ensemble, mais le déclic, c'est cette scène. Et l'idée, c'est de dire, je vais vous dire pourquoi je n'arrive pas à fermer une enveloppe. Oui, c'était ça. Ce qui est curieux, c'est que ce n'est pas une chaîne nationale qui a vraiment fait le meilleur reportage sur les TOC, c'est une chaîne locale, je vous félicite, Télé Toulouse. Et nous avons, je ne sais pas, il faudrait qu'on retrouve ce passage comme ça, où j'ai vraiment décrypté. Alors, c'était quelqu'un qui écrivait, justement, il y avait une lettre, il devait coller un timbre, il devait fermer l'enveloppe, on a décrypté, il faudrait vraiment retrouver ce document parce qu'il était vraiment très très parlant, et là on a vraiment décrypté exactement quels étaient les gestes, parasites, bien sûr,
qui a mené à, à cette angoisse. Voilà. Et ça, c'était vraiment important parce qu'il fallait le médiatiser. Je ne pouvais pas garder ça pour moi tout seul. Alors, je te rappelle qu'on est dans les années 90. Hein? Bon, on était encore dans le Moyen-Âge du TOC. Hein? Voilà. Est-ce qu'on parle de TOC d'ailleurs? Est-ce que ça oui, existe? Ça commençait, on commençait à peu près, mais on parlait de rites de réassurance, on parlait de choses comme ça. Mais le mot TOC, c'était encore tabou. Et puis surtout, ce qu'il faut te dire, c'est que nous qui avions ça, nous on se croyait fous et on en avait honte. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, quand on n'est pas renseigné sur le TOC, on se croit fou, on se voit faire des comportements et on a une image de soi-même qui est très dégradée et qu'on assume d'autant moins devant les autres. Je parle des autres. Quand tu fais ce témoignage, qui est filmé d'ailleurs, oui. Comment réagissent les gens qui sont autour de toi? Alors c'est une très bonne question. C'est une excellente question. Il y a un phénomène, ce phénomène, il a induit 3 formes de réaction, si tu veux. Les premières réactions, ça a été une sorte de, on va dire, de sainte horreur. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'espère que vous n'êtes pas dangereux ». Enfin, voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est 5%. Très marginal, voilà. La deuxième partie, c'est ceux qui sont très empathiques, c'est-à-dire, mais trop peut-être, parce que, bon, la pitié est dangereuse, l'a dit. Hein, bon, voilà. Et alors, la troisième engeance, la troisième génération, c'est les maladroits. Il y a beaucoup de maladroits. Voilà, moi j'ai beaucoup de tendresse pour les maladroits. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Les maladroits, ce seraient les gens qui ne savent pas quoi faire de cette information. Ils ne savent pas, ils disent « Oh, bon, c'est rien, c'est des choses de vieux garçons, c'est des trucs, c'est des manies. » Les manies, tu sais. Bon, voilà. Mais alors que c'est un véritable, et ça il faut vraiment le marteler, c'est une pathologie, c'est une vraie maladie, c'est une vraie saloperie, c'est vraiment une maladie à part entière, c'est une pathologie à part entière. Alors, on la classe bien évidemment, hélas, on la classe dans la nosographie des maladies psychiques. Je crois qu'il y a un débat aujourd'hui pour que les TOC soient plus considérés comme une maladie neurologique. Évacuons ce débat, on s'en fiche. On ne veut pas savoir. Simplement, on a face à une réalité, un phénomène en quelque sorte de santé qui est encore loin d'être inexpliqué. Parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Hein, sur le cerveau, c'est un petit malin. Hein, le foie, le cœur, c'est des pompes, on peut les enlever, etc. Mais tiens, c'est un petit malin, le cerveau. Il y a une plasticité, mais bon, mais c'est un petit malin. Il y a une chose que je dis pour compléter, c'est que tu as dit un mot qui est la matrice du TOC, c'est l'angoisse. Et les gens ne comprennent pas que quand il y a une forte montée d'angoisse, on ne peut pas raisonner. C'est-à-dire qu'au fond, quand on a un TOC, on sait quand tu repasses 15 fois sur la lettre Q, au fond de toi, tu as conscience que c'est excessif. Mais l'angoisse est telle qu'en fait, tu ne peux pas t'en empêcher. Et ça, c'est pour les gens qui ne souffriraient pas de TOC, comprendre, ils s'imaginaient les images que tu invoquais une menace terrible, on ne peut pas raisonner convenablement quand on a ça. Et ça génère une souffrance énorme. C'est incoercible, je crois qu'il y a voilà, c'est incoercible, c'est inexplicable, c'est incontrôlable. Alors, pourtant, nous sommes parfaitement conscients de l'absurdité de l'action. C'est ça qui est terrible. C'est doublement pénalisant parce que nous sommes parfaitement... lorsque la compulsion est créée, lorsqu'elle se fait, il y a une culpabilité quelque part. Et puis on est conscient du caractère absurde de ce genre de choses. Voilà. C'est là qui est terrible. Et c'est encore une fois incontrôlable et inexplicable. Bien qu'on puisse maintenant, la littérature met des mots, etc. Bon... mais ça reste encore pour certains qui ne vont pas verbaliser. Tu sais, Raphaël, quand on a mal, on le dit, mais souvent on le dit mal. Donc, tu vois. Alors, bon, c'est compliqué cette histoire. C'est vraiment compliqué. Et finalement, la maladie a évolué. On parle de toi. Ça t'a emmené où? Finalement, quel a été l'impact dans ta vie de cette maladie? Le retentissement a été violent. Il a été violent puisqu'il y a un retentissement sur ma vie professionnelle, ma vie familiale d'abord, parce que dans ma vie familiale, il y a eu d'énormes dégâts. Hein, et il y a quand même vraiment une incompréhension, et je ne leur en veux pas, je n'en veux pas aux miens. Je n'en veux pas aux miens qui n'ont pas compris. Suite à ta médiatisation? Non, pas simplement. Ils n'ont pas compris la réalité de la maladie.
C'est-à-dire, un exemple, voilà, lorsque par exemple je fermais le robinet un certain nombre de fois, bon, au lieu de dire, bon, attention, c'était une grosse engueulade, quoi. Bon, c'est terminé, bon, je ne veux pas en parler, c'est comme ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec bon, c'est pas grave, etc. Mais le retentissement, pour répondre à ta question, il a été tous azimuts, c'est-à-dire au niveau professionnel, déjà, parce que je n'ai pas pu me projeter dans le temps. Aujourd'hui, j'ai 61 ans, j'arrive péniblement à 1800 euros par mois. Bon, tu vas me dire c'est trivial, parce que Joël, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que je suis un homme heureux? Oui, je suis un peu un homme heureux parce que j'ai écarté les tocs. C'est très important ça. Bon. Mais après, il y a un retentissement, forcément. La santé, c'est primordial. Ça conditionne tout. Donc, sur la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Bon, on peut s'en sortir, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, parce que j'ai d'autres dérivatifs qui m'ont permis... Absolument. Voilà, tu vas de prendre la poudre d'escampette, mais bon, moi je parle de moi, mais je pense à tous ceux qui n'ont pas pu s'en sortir, hein, qui ont été clochardisés par les tocs, hein, alors qu'ils avaient des valeurs qui ont été bafouées par la maladie. Voilà. Donc je pense à tous ces gens-là, quoi. Donc c'est important, encore une fois, d'en parler. Oui, le retentissement, ça a été énorme. Et au pire de ta maladie, tu consacrais combien de temps par jour, enfin, soit envahi par des pensées obsessionnelles, soit à accomplir des rituels qui soient mentaux, des lavages, enfin, tout type de rituel? Alors tu m'ouvres là une voie intéressante. Moi, j'ai répertorié les tocs depuis le lever jusqu'au coucher. Il y a la liste, j'aurais pu l'amener aujourd'hui, il y en avait 80. Non, 80 tocs. Et ça, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour la TCC. Ah oui, hein, faut l'analyse vraiment... oui, c'est ça. Mais écrivez, crayon, papier, notez. Il y en avait 80. D'accord? Alors, le premier, c'était lever la tête de l'oreiller et la reposer, et puis la reprendre, etc. Première action de la journée. Première action. Ça commence par un toc. Un petit western. Tu vois. Bon, après, c'est regarder le réveil, tu vois, et puis l'éteindre, puis le rallumer, etc. Tu allumes la radio. Bon. Et puis, hop, c'est Nicolas Demorand. Oh, il a dit un mot, là. Il a dit quoi, là? Il a dit le mot mort. Oh là là, faut... Bon. J'en rajoute. Bon, t'as combien? T'as 3 heures devant toi? Bon, voilà. Il y en avait 80 par jour. 80. Ce qui fait que le parasitage, il est dans tous les instants. D'accord? Ce qui fait que ça génère quoi? Un épuisement. Nous sommes souvent épuisés. Il y a un épuisement, mais c'est un épuisement pour des banalités. Voilà. Donc, ça, c'est la base, si tu veux, pour la thérapie comportementale et cognitive. Il faut parler de ça, parce que c'est la voie royale de la guérison. Ben voilà. Donc, le retentissement et surtout le parasitage dans le quotidien, il a été extrêmement important, violent, agressif. Et voilà. Est-ce qu'il y a des gens quand même dans ton entourage, au moment où tu souffres le plus, qui t'aident, qui comprennent ce que tu vis et qui sont un soutien? Non. Est-ce que c'est parce que tu ne parles pas ou parfois des gens tendent la main, on n'est pas prêt, ou est-ce qu'il n'y a personne finalement qui comprend, qui prend la mesure de ce que tu vis? Non, il y a personne ne m'a... Non, je l'avoue, personne ne m'a aidé. Je n'ai pas... Si, enfin, je veux dire qu'il y a des amis qui quand même... Et ça, c'est dû en partie à l'AFTOC, parce que je me suis rapproché de l'AFTOC, et forcément, on rencontre d'autres personnes qui ont cette même problématique, et là, on se comprend un petit peu mieux. Moi, je sais que dans mon entourage proche, non, je maintiens, non, personne ne m'a vraiment aidé d'une manière efficace, je veux dire. Peut-être aussi parce que moi, je suis, on va dire, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Voilà, c'est parce que mon côté narcissique, faussement narcissique, oui. D'ailleurs, faussement mégalo, bon bref, qui m'a permis de me dire, bon voilà, le cheval était trop fier pour être de ce coin, disait Jacques Brel, tu vois? Bon, je sais que tu vas m'interroger sur Brel tout à l'heure. Le cheval était trop fier pour être de ce coin, tu vois? Je n'ai pas voulu cette maladie, moi. Je n'avais pas. Elle était là, mais je n'en voulais pas, quoi. Donc j'étais fier, tu vois? Et ça m'a été utile puisque j'ai pu me créer, j'ai pu mettre en pratique
j'ai pu mettre en pratique une méthode, voilà, qui m'est propre, mais que tout le monde peut avoir. Tu vois, une méthode qui m'a permis progressivement de me désintriquer, de sortir de ce mécanisme du TOC. On va y venir juste après, mais avant, il y a une question qui revient parfois dans les cas graves. C'est que quand on a 80 TOC par jour, on comprend que c'est toute la journée. Tu dis, la première action du lever, c'est un TOC. Comment est-ce qu'on supporte la vie quand tout le quotidien, toute la journée, est envahi par les TOC? Alors, moi, j'ai voulu disparaître. Attention, j'ai pas voulu me suicider. J'ai dit, j'ai voulu disparaître. C'est une nuance. Je voulais disparaître. Mais je voulais vivre, parce que la vie, elle a un sens. Bon, mais je voulais disparaître, parce que je voulais plus, moi, avoir cette espèce de dictature, je reprends le mot de Frédéric Lopez, cette petite dictature comme ça, je voulais plus l'avoir. Et puis on dissimule. Ah oui. Et donc j'ai dissimulé, j'ai donné le change. Ah, forêt, alors... Inutile de te dire que moi j'utilise la carte de l'humour, je pense que ça se voit. N'arrête pas. J'ai utilisé l'humour. D'ailleurs, elle avait même répertorié, Madame Moll, au départ. Elle m'avait dit, je me souviens d'un certificat médical qu'elle m'avait fait. Avec beaucoup d'humour, il tente de les compenser, de mener une vie normale. C'est l'humour qui m'a sauvé. Donc, chaque fois qu'on peut, l'humour. Je sais qu'il y a des patients qui ont donné des noms à... Tu as fait une vidéo, je crois, avec Audrey. Elle donne pas un nom. Si je crois. Voilà. Tu vois, bon. Alors, c'est ça, il faut l'humour, si vous pouvez, utiliser l'humour, parce que ça désamorce tout, l'humour. Et après, il y a eu l'écriture, mais ça on y viendra après. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, j'ai voulu disparaître, oui. Oui. Mais de quelle façon? Voilà. Mais pas me suicider. Non, mais la nuance, c'est important. Mais c'est important. Mais disparaître, oui. Parce que le but de la vie... La définition de l'OMS, rappelle-moi là, c'est de vivre. Il y a une définition. La définition, la définition de l'OMS. On peut demander. On la mettra. On la mettra à l'écran. Bon, voilà, c'est ça. C'est de vivre, etc., le plus sereinement possible, en tout cas, avec le silence des organes, voilà, etc., le fameux silence des organes, etc. Donc, quand on passe des journées, c'est un enfer. C'est un enfer, les TOC. Et moi, j'avais 2 enfers parce que j'avais le psoriasis aussi, c'est-à-dire j'avais des plaques de psoriasis, donc soit un petit peu. Donc on veut disparaître. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est un bon petit soldat, on va quand même au travail. Moi, j'ai 32 ans de métier maintenant, là. Je ne me suis pratiquement jamais arrêté en maladie. Ce que je faisais, c'est que pendant très longtemps, je partais le vendredi soir du boulot. Le lendemain, j'entrais en clinique psychiatrique à la clinique Castelvielle à Castelmourou parce que j'allais me mettre à l'abri. Je restais 1 semaine, 15 jours pendant mes vacances. Je sortais le dimanche après-midi de la clinique Castelvielle et le lundi, je revenais au boulot. J'ai fait ça pendant 15 ans. Voilà. Et voilà, parce que j'allais me mettre un peu à l'abri, parce que, etc. Bon, j'ai continué à travailler. Il faut continuer à travailler. Ça, c'est mon credo. J'allais t'en parler si tu l'avais pas. Mais pose ma question. Je sais que justement, tu as et j'ai la même position sur. Des gens disent, je vais arrêter de travailler parce que c'est trop dur. Non. Si vous le pouvez, continuez à travailler. Et là, tu ouvres encore une porte intéressante. Et là, alors, faut-il le dire dans son milieu professionnel? Là est la question. Alors, le Covid a eu quelque chose de particulier, c'est le bénéfice secondaire du Covid. Il a fait entrer la maladie dans l'entreprise. Ah ouais. Ce qui fait que, pourquoi étiez-vous absent, monsieur? Parce que vous aviez le Covid, donc forcément, bon, c'était noté, etc. Et c'est intéressant parce que de nos jours, maintenant, on sait très bien que Puis de toute façon, le monde a changé, la boussole mentale a changé, sur le travail, tout a changé, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est préférable, chaque fois que c'est possible, d'indiquer à son employeur qu'effectivement, on présente un trouble, y compris un trouble obsessionnel compulsif. Et j'en veux pour exemple ce qui se passe dans mon propre... L'exemple est éloquent. L'exemple est éloquent. Je travaille au tribunal judiciaire de Toulouse. Il se trouve qu'actuellement, nous avons 2 greffières qui souffrent de TOC et qui ont été intégrées
Alors, je vais faire ma promo. Alors, ça s'est passé comment? C'est le directeur de greffe qui a dit, ces jeunes femmes greffières qui font un travail important, qui sont greffières, sont allées voir leur hiérarchie. Voilà, allez voir Joël Fauré, justement, etc. Ils sont venus me voir. On en a parlé. Elle continue à travailler très bien, parce que c'est pas parce qu'on a des TOC qu'on travaille moins bien, au contraire. Voilà. Leurs collègues sont au courant et ça se passe très bien. Il faut déstigmatiser la maladie. Et ça, c'est éloquent. Comme tu Est-ce dis. que tu penses que ça aurait pu se produire dans les années 90? Non. Ah ben non, souviens-toi de ce que m'avait dit le directeur de greffe. Ah oui. Il m'avait dit, voilà, vous êtes bon à rien. Tu sais, c'est une manière de voir un petit peu, même s'il y a encore du travail, de voir quand même le chemin parcouru. Et que si on se place sur une trentaine d'années, on voit qu'il y a quand même des... Et cet exemple illustre. C'est une victoire. Voilà, c'est une victoire pour, un peu pour ce qu'on fait. Mais non, je partage, moi, ta vision de si on peut travailler, parfois on peut pas. Dans mon cas, j'ai dû être en arrêt maladie de 2 mois parce que le début de mon traitement a coïncidé avec une séparation amoureuse très douloureuse et je n'étais pas en capacité de travailler. Par contre, ça m'a permis de commencer le traitement dans de bonnes conditions. Mais bien sûr. Mais si on peut continuer, il faut le faire parce que sinon le TOC se remplit du vide et ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, exactement. Alors parfois, je suis entièrement d'accord avec toi, parfois c'est vrai, c'est plus possible de le faire. Dans ces cas-là, il faut s'arrêter, il faut prendre de la distance. Parce qu'il y a la fatigue aussi, il y a une fatigue qui s'installe. Oui. Tout à fait. Et une fatigue qui parfois se transforme même en dépression, c'est-à-dire qu'on parle d'une complication et ça aggrave. Là, déjà traiter un TOC tout seul, c'est difficile. Quand en plus le TOC se double de dépression, quand on est épuisé, quand on a 80 TOC, 80 compulsions par jour, l'épuisement moral, l'épée de Damoclès permanente, ça peut conduire à des dépressions et même à des pensées, des idées noires. Bien sûr. Oui. Restons sur ton parcours. Donc on voit l'aggravation. Quel est le point d'inflexion? Qu'est-ce qui finalement t'amène vers le chemin de la guérison? Est-ce que ça s'est fait tout de suite? Parce qu'à une époque, on parle à peine de TOC. On sait que les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, sont arrivées tard. Comment ça s'est passé ton parcours de soins? C'est arrivé progressivement. C'est-à-dire que de guerre lasse, parce que il y a une phrase que j'utilisais souvent, que j'écrivais, c'est « les TOC ont annihilé ma vie ». Annihilé. Ça veut dire anéanti, etc. Et puis, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Alors, je n'avais pas amorcé de thérapie comportementale et cognitive avec mon médecin, que je suivais, le docteur Frédéric Chapelle, pour ne pas le citer. J'ai utilisé ce que bon nombre de personnes utilisent, c'est-à-dire les antidépresseurs connus pour les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, que nous utilisons, qui sont parfaits, etc. Mais il manquait une dimension à ça, c'est-à-dire même si ces molécules permettent de voir la vie non plus en noir mais en gris ou en gris clair, il manquait quand même une dimension. Donc moi je me suis dit, alors j'ai rien inventé, cette fameuse méthode du contre-feu, donc on a pu lire dans le défi obsessionnel, des choses comme ça, bon c'est pas... Je me suis inventé une méthode qui était du behaviorisme, comme on dit, du flooding, c'est-à-dire la surenchère de l'angoisse. Est-ce que tu peux l'illustrer, donner un exemple? Je vais l'illustrer, bien sûr que je vais l'illustrer. Alors j'ai commencé, je m'en souviens très très bien, je l'ai expliqué à Frédéric Lopez, j'ai commencé, j'avais un journal devant moi, La Dépêche du Midi pour ne pas le citer, très bon journal local, et il y avait un bateau. D'accord? Il y a une image d'un bateau qui était là. Et je me suis dit, alors, TOC de lecture, s'il y a un petit truc qui dépasse sur le papier, s'il y a une petite tache, il faut revenir dessus, il faut revenir lire, etc. Et j'ai vu ce bateau. Je dis, tiens, je vais tourner la page, je vais essayer, je vais faire un truc. Je tourne la page et je ne vais pas y revenir. Alors, c'est ce que j'ai fait, et puis j'ai pris la table comme ça, parce que je savais que j'allais avoir un TOC. L'envie, c'est-à-dire l'envie d'y revenir. Bon, et tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait comme ça, j'ai serré les poings, c'est virulent, hein? J'ai serré les dents, et puis j'ai laissé passer un petit moment. Ce qui fait l'angoisse, elle monte. Elle monte.
J'ai tenu bon, mais j'ai vraiment fait ça. Regardez. Et après, plateau, et c'est redescendu. J'avais gagné une étape. Une exposition. J'avais gagné exposition avec prévention de la réponse. C'est la base. Exposition avec... Alors, c'est ce que je dis. Et ensuite, alors, je suis allé un petit peu... C'est comme le Tour de France, on gagne une étape et puis une autre, etc. J'ai dit, puis si ça marche comme ça, je vais faire pareil pour tout. Et j'ai commencé à écrire l'alphabet, comme ça marchait. La lettre Q, etc. Et progressivement, comme ça a mis du temps, hein. Ça a mis un an. Mais cette méthode, tu l'as faite sans aide finalement. Non. Mais on est tous un acteur de la maladie. On est tous un acteur. Et ce que j'ai fait pour moi, j'ai essayé de le reproduire pour d'autres personnes qui sont venues à notre association. Je leur propose de les aider moi. C'est-à-dire, par exemple, de faire... Alors, de côté l'angoisse, évidemment, c'est-à-dire d'un côté de 1 à 10, voilà, et progressivement d'y arriver. J'y suis arrivé. Je suis pas un surhomme. C'est la TCC. Mais c'est la TCC. Mais bien sûr que c'est la TCC. Mais oui. Et tu as écrit quelque part que le traitement, il se résume à 2 verbes, c'est dépasser et survivre. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter le mécanisme en fait? Alors, pourquoi? Parce que là, dépasser et survivre. Alors, il y a 4, non, il y en a 4 en fait. Il y a cela, il y a répertorier et identifier. Répertorier les obsessions, les répertorier, même si c'est la sexualité. Les répertorier et les identifier. Et ensuite, dépasser le rituel et survivre à l'angoisse. Une fois qu'on a dit ça, la messe est dite. À dire, après à faire, ça prend du temps. Mais il faut ouvrir le missel après. Bon, voilà. Donc, mais c'est ça, c'est la base. Alors, il y a des gens qui disent, oh, Fauré parle d'or, etc. Raphaël, il les fait pas. Non, c'est la réalité, il faut vraiment faire ça. Mais c'est Monique Ray qui avait dit quelque chose qui est très bien. Monique Ray, qui est à Léon Lumière, que nous avions invité à Toulouse, elle nous a dit qu'elle avait dans ses placards une boîte à poussière. Et je crois que la manière aussi, il a plein d'objets comme ça. Oui, des poignards. Des poignards, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu vois. Pour exposer les patients. Voilà, mais c'est ça. Et alors, la boîte à poussière, tu ouvres la boîte à poussière, tu mets les doigts dedans, tu as 20, quoi. En angoisse, oui. En angoisse, tu as 10, etc. Et progressivement, mais il faut beaucoup de tact. Je sais qu'il faut beaucoup de tact, avec beaucoup de tact, etc., d'accompagnement, et progressivement se déshabituer, désarticuler ce monstre qu'est le TOC. Et toi, tu as mis en place un outil particulier que tu as évoqué, et j'aimerais qu'on revienne dessus parce que je pense que les gens peuvent peut-être réfléchir à partir de ça. C'est facile de dire il faut mettre le doigt dans la poussière. Le fait est que quand on a un TOC, c'est très difficile. Et que quand l'angoisse monte, si on n'a pas d'outils pour l'évacuer, on finit par se laver les mains. On finit par retourner la page du journal pour revoir le bateau. Toi, tu as trouvé une méthode et j'aimerais que tu nous l'expliques parce que je pense qu'elle peut servir peut-être avec d'autres objets. Oui. Mais... C'est la méthode du contre-feu. Voilà, c'est la méthode du contre-feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai expliqué souvent. Bon, qu'est-ce que c'est? Le TOC, l'angoisse, c'est un incendie. On va imager tout ça. C'est un incendie. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu ces étés derniers, là, hélas, dans la région PACA et ailleurs, ta région d'ailleurs, je crois, bon voilà, peu cher. Et on a vu que ce que faisaient les employés du feu, les soldats, ils allumaient un contre-feu, de manière à ce que le feu s'éteigne. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que lorsqu'une angoisse arrive, par exemple, je vois un chauve dans la rue, association d'idées. Qui dit chauve, dit chimiothérapie. Et qui dit chimiothérapie, dit cancer. Et dit cancer, dit mort. Bon. Ça, c'est l'incendie. Je vois ce type, je me vois mort. Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais allumer un contre-feu. Et le contre-feu, ça va dire, ce type, il va souffrir dans d'horribles conditions et il va mourir. C'est un contre-feu. C'est une surenchère de l'angoisse. Mais que tu fais délibérément. Parce que je fais délibérément. Parce que l'association d'idées, elle te vient.
Quand tu vois le chauve, par association d'idées. Par association d'idées. Par association. Je crée ça. Je le crée. Je crée le contre-feu. Et le contre-feu va éteindre le feu. Et ça a marché. Ça a marché. Alors, ça a marché un temps. Et puis, mais j'ai rien inventé. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle du flooding ou du behaviorisme. Allez sur Google, taper, tu verras. J'ai rien inventé du tout. Hein. Voilà, tu l'as trouvé. Voilà, mais j'ai trouvé ça. C'est une recette personnelle, quoi. Qui te faisait baisser l'angoisse. Ça fonctionnait. C'est énorme. Voilà, c'était 80% de confort qui avait été acquis. Donc voilà. Donc ça fonctionne. Et puis. Dans les parcours de personnes qui ont des TOC, il y a des événements de vie, des événements plus ou moins douloureux, qui vont faire monter le stress. C'est bien connu. Bon, moi, il se trouve que moi, hormis, TOC ou pas TOC, on peut avoir dans la vie des soucis, et cette méthode n'a pas fonctionné. Mais j'ai reprise après, et elle a fonctionné. Donc, voilà, moi, je vous donne ça, en fait, ce que vous voulez. Hein. Et il y a un autre outil qui illustre quelque chose, c'est Jacques Brel. Ah oui. Et ça, parce que là aussi, je pense que les gens peuvent trouver leur propre Jacques Brel, si je puis dire, mais est-ce que tu peux expliquer finalement comment tu mettais à profit Jacques Brel? Ça peut paraître étonnant, mais pourtant c'est vrai. Là, moi, je suis inconditionnel de Jacques Brel. Bon, j'ai eu la chance non pas de le rencontrer, parce qu'il est mort quand j'avais 16 ans, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'ont connu, c'est-à-dire France, sa fille, l'abbé Cazé-Rivière qui l'a connu, bref, etc. Et je m'étais rendu compte que lorsque j'écoutais Brel, lorsque je lisais Brel, j'avais pas de TOC. C'est vrai. C'est surprenant, mais c'est une image mentale apaisante. Une image mentale apaisante. Alors, je l'ai utilisé comme un outil. J'ai ouvert une boîte à outils et j'ai créé le concept Brel. Je l'ai utilisé, ce concept. Et je l'ai appelé chaque fois que j'avais un rituel, enfin une compulsion. Une angoisse. Je l'ai appelé et je me suis rendu compte que ça marchait. C'est-à-dire qu'au moment de fermer l'enveloppe, Brel. Et je posais l'enveloppe. Et ça fonctionnait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être pas grand-chose, mais peut-être beaucoup. Bon. C'est bon à prendre, hein, tout ça. On est bien d'accord. J'ai pu le constater avec un jeune garçon qui est venu à notre groupe de parole à Toulouse. Je lui ai dit, est-ce que tu as un héros? Il m'a dit, oui, c'est un tennisman, alors aide-moi pour les... Je sais plus si c'était pas McEnroe, je ne sais plus, Nadal, Federer, Tapi, non, pas Tapi. Bon, ouais. Alors, alors, je ne sais pas si ça a fonctionné, mais ah oui, c'est vrai, et... Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, moi je le donne, ça. En tout cas, pour moi, ça a vraiment fonctionné. L'idée, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est surtout quand on s'expose, on fait monter l'angoisse, et si on ne trouve pas des outils pour l'aider à baisser, parce que l'angoisse finit par baisser, mais c'est vrai de convoquer des images mentales qui apaisent. Oui. Parfois, certains psy recommandent la méditation, la relaxation. Oui. Ça ne marchait pas du tout avec moi. Il fallait que je m'active physiquement, que je marche, que je fasse des pas. Et invoquer une image mentale, ton exemple montre que c'est très efficace aussi. C'est très efficace aussi. Et finalement, avec tous ces outils que tu as mis en place, tu as fait ta propre TCC. Et aujourd'hui, tu n'as plus rien. Non. Alors, ça veut dire quoi? J'ai 0 TOC. Mais on ne sort pas indemne de ça quand même. Mais je sais à quel moment j'aurais pu en avoir un et je suis toujours conscient. Je vais dire, j'ai envie de dire que j'ai gardé quelques TOC muséaux. Il faudrait que tu viennes dans mon appartement parce que j'ai mis plein de trucs dans mon appartement pour me souvenir que j'avais des TOC. Parce que, voilà, le verre à dents, lorsque je me lave les dents, comme ça, c'était un TOC très important. Je revenais, la brosse, je remettais le verre à dents, je remettais, il y avait des trucs, il y avait le sida, c'est affreux, il y avait le sida, je revenais, je remettais, etc. Tous les soirs, j'y pense. C'est-à-dire, je me lave les dents, je repose le truc. Qu'est-ce que c'est bien de ne pas avoir un... Ah bah oui. Et j'y pense. Voilà, c'est-à-dire, il ne faut pas être oublieux, tu vois, faut pas renier. C'est pour ça que je ne quitterai pas l'AFTOC, c'est pour ça que je veux garder ça, c'est pour ça qu'on fait les réunions, c'est pour ça qu'au tribunal, il y a deux gamines qui ont des... Voilà, après je peux mourir, moi, je m'en fous, je peux crever après. Alors, pas tout de suite. Non. Alors,
Aujourd'hui, que tu en es sorti, que tu aides les autres, quel regard est-ce que tu portes sur cette période de ta vie, sur ce parcours qui est le tien d'ancien malade? Oh, c'est des vies gâchées, c'est des années perdues. Enfin, oui et non, parce que ça m'a permis de trouver d'autres ruisseaux, tu vois, mais c'est des années perdues. Enfin, sur le plan professionnel, oui, sur le plan professionnel, le plan affectif, moi je suis seul. Hein, il faut que je le dise aussi, pour ceux qui sont seuls, mon combat est solitaire, hein, depuis le départ. C'est important, parce que pour vous qui êtes seul, vous pouvez y arriver quand même. Peut-être que c'est mieux seul, parce que quand tu as à côté quelqu'un qui... Bon, voilà. Mais c'est solitaire. Donc, c'est des années perdues, gâchées, c'est évident. Mais... Mais tu en as fait un support, parce que on l'a peut-être pas assez dit, mais aujourd'hui tu écris, oui. tu es quelqu'un d'extrêmement créatif, Oui. un artiste même, et tu fais référence, tu en as fait finalement presque oui. un support de création. Eh oui. Ben, c'est bien connu, c'est par la faille contre la lumière, je crois, tout simplement, quoi. Donc, on ne va pas refaire ça, c'est le propre des... Je ne suis pas artiste bankable, hein, de province. Ça va changer après ta vidéo. Mais non, ça... Oui, la création, bon, moi c'était la création littéraire. Hein. Quand on aime les mots, je m'adresse à quelqu'un qui les aime, on n'est jamais désespéré. Hein. Non, c'est vrai. Je crois que c'est... Pessoa, hein, qui disait que tant que je pourrais faire le tour de ma bibliothèque, je ne serais pas complètement désespéré. Et du coup, oui, alors il y a eu l'écriture et puis maintenant il y a le théâtre. Ouais. Alors ça, c'était... Voilà, c'était inattendu. Un challenge, un beau... Mais c'est une métamorphose, quoi. C'est terrible. Alors, la création, ben, pour les personnes souffrant de TOC, oui, évidemment, allez-y, engouffrez-vous. Vous n'aurez pas le prix Nobel ou le prix Goncourt, mais voilà, vous allez créer, vous allez être quelqu'un d'autre, vous allez vous échapper de votre quotidien, vous allez échapper de tout ça. Il y a quelque chose que tu as dit avec Frédéric Lopez qui m'avait... parce que ça faisait écho avec ce que je vivais. C'est que tu disais quand tu commençais à faire des progrès dans ton traitement, avant il y avait une sorte de vertige, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je perds mes TOC. Ah oui. Et ça, il y a des gens pour qui le TOC, finalement, même si c'est très toxique, représente un cadre dans ce qu'il peut avoir de rassurant. Et je pense que ce que je vois dans ton cas, c'est que finalement, ce cadre très toxique, en partant, a laissé la place à encore plus de créativité. Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis. Alors sous le joug de la souffrance, de la souffrance, on peut très bien écrire ou créer, d'accord. Lorsque ces rituels disparaissent, lorsqu'on a plus de temps finalement, voilà, on retrouve une disponibilité d'esprit aussi. Une disponibilité d'esprit, voilà, une sérénité, etc. C'est pas forcément mieux, quoi. Alors c'est ambivalent ce que je vais te dire, quoi. C'est le bonheur d'être... Enfin, bon. Mais quand même, on est revenu de tout ça. On est revenu de ces jardins, tu vois, un peu à la Bosch, quoi, à la Jérôme Bosch, tu vois. Oui. Ce que je veux dire, on est revenu des brumeux, tout ça, on est revenu comme ça. Moi, quand je relis des textes que j'ai écrits, là, toutes les pièces de théâtre que j'ai écrites, bon... la dernière va être jouée au Théâtre de Poche du 15 au 17 février. À propos de Bob, venir, c'était pub. Et du coup, quand je regarde les pièces que j'ai écrites à l'époque, il y avait forcément une couleur. À l'époque où tu étais encore malade. Oui, parce que j'ai retrouvé les manuscrits. Et il y avait une couleur qui venait forcément de l'état d'esprit. Hein. Et qui était plus sombre, oui, c'est évident. Aujourd'hui, finalement, le regard que tu portes sur la vie, il est forcément différent que après avoir... En tout cas, je dis ça alors que moi, c'est mon cas. Je vois plus tout à fait la vie de la même façon depuis que j'ai retrouvé une sérénité d'esprit. C'est-à-dire j'avais une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Donc, il y avait toujours quelque part un petit nuage noir. Toujours. Parce qu'à tout moment, il pouvait y avoir un objet, une circonstance. Aujourd'hui, finalement, il y a un recul. Là, du coup, je parle de moi, tu ne seras peut-être pas d'accord, mais je trouve que ça ouvre quand même et ça donne accès à la sérénité à laquelle tout le monde a droit. Et la vie est suffisamment difficile, finalement, sans qu'on s'en rajoute soi-même par des tocs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, si tu le vois comme ça. Tu parles d'or, je vais te dire.
moi je suis plus âgé que toi, j'ai 61 ans, je sais que je ne les fais pas. Et il y a, écoute bien, il y a une force tranquille, d'accord, et une paix intérieure. Je répète, il y a une force tranquille, une paix intérieure. Mais il faut être passé par la case souffrance. C'est ce que j'explique au boulot, au travail. Où je bénéficie, bon, d'une certaine, alors pas honorable, mais enfin bon, Joël, tout ça, bon, puis en tant que je suis là, quoi. Alors on vient voir le vieux, t'as le téléphone d'un tel, t'as le téléphone, tu connais, qu'est-ce que tu ferais, etc. Bon, je bénéficie de ça. Bon, en plus, comme je suis un peu histrionique, bon, les gens ils aiment bien, il va déconner, etc. Donc il y a ce que tu vis, c'est-à-dire cette force tranquille et cette paix intérieure au moment où le contexte mondial est terriblement anxiogène. Parce qu'il paraît, je ne sais pas, il paraît qu'il y a le réchauffement climatique, il paraît qu'il y a du terrorisme, il paraît qu'il y a des jeunes enfants qui poignardent leurs élèves. C'est vrai ça? Et il paraît... Oh, attends. Et qu'est-ce qu'on fait? Toc ou pas toc, hein? Il y a un autre aspect de ton parcours dont je voudrais parler, c'est ton engagement. On en a parlé, tu as mentionné l'AFTOC et l'association qui nous réunit, par laquelle on s'est connus. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représentait quand tu étais encore souffrant? Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui que tu es passé de l'autre côté, que tu vois des gens qui sont en souffrance? Beaucoup, énormément. Alors, je ne m'implique pas comme je le voudrais, parce que je laisse faire Daniel, et qui est à la retraite maintenant, Daniel Barthes, que je connais depuis longtemps et qui, elle, maintenant est devenue secrétaire de l'AFTOC, et je la laisse faire à Toulouse parce qu'elle fait un travail remarquable, parce qu'elle est maintenant plus disponible. Moi, je ne m'implique pas comme je voudrais, parce que j'ai mon travail, j'ai le théâtre, etc., et je me donne. Mais je suis toujours vos activités, je suis heureux de savoir qu'il y a des gens comme Audrey, comme toi, comme voilà, du sang neuf, et avec des outils neufs. Bon, je ne sais pas me servir de la visioconférence, par contre. Ça viendra, c'est pas très difficile. Bon, voilà. Mais moi, je suis heureux de voir que l'association va se développer. Et Eric aussi, bon, voilà. Il faudrait tous les citer, Christophe de Montfaucon, Annie Gruyé, tous ces gens-là, Isabelle Barrault, tout ça. Moi, c'est un cheval de bataille, l'AFTOC. Et ça restera un cheval de bataille. Alors, on a débuté les premiers groupes de parole, je te l'ai raconté tout à l'heure pendant que nous mangions, là. On a débuté, le premier groupe de parole, c'était à Agen, c'était pas encore à Toulouse. On est 4-5 pingouins, là. On s'est retrouvés autour d'une table, on avait tous des tocs, qu'est-ce qu'on va dire? On s'est regardé dans les yeux, c'était le premier groupe de parole. On y est allé à l'instinct, hein. Dans les années 90. 90, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est en 92, c'est ça, dans les premiers... Oui, mais c'était 92, 93 à peu près. L'association venait d'être créée. Et on s'est retrouvés autour d'une table, mais c'est très, très riche aussi, parce que je me souviens, elle s'appelait Véronique, elle est repartie en Angleterre. Je me souviens, elle avait un problème avec son fer à repasser. Tu vois, je me souviens de ça. C'était le premier groupe de parole, c'était très net. Donc on a fait du chemin. Alors l'AFTOC, oui, bien sûr, l'AFTOC, pour moi, c'est chevillé à mon cœur, à mon corps. Nous faisons des groupes de parole tous les 2 mois avec Daniel. Hein. Ces groupes de parole, on les sait attendus. On n'en fait pas assez, mais on les sait attendus. Il y a des échanges très riches. Il y a des interactions qui se créent. Il y a des solidarités qui se créent. Il y a des amitiés qui se créent. Je te dise, moi. L'AFTOC, c'est pour moi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là, ce qu'on fait, c'est énorme, quoi. Ce que tu fais, là, cette vidéo, c'est... C'est un autre aspect de l'activité. C'est un outil. C'est un outil, le témoignage, je suis convaincu. C'est un outil. Il faut aller encore plus loin. Alors, il y a encore du chemin à faire, il faut médiatiser encore. Politiquement, il faut aussi... Bon, il faudrait qu'un parlementaire puisse déjà ouvrir un petit peu plus grand l'espace
Il faudrait aussi que certains gros médias puissent évoquer les TOC. C'est fait, mais peut-être pas suffisamment, mais parfois mal, parce que on nous demande d'être un petit peu voyeuriste parfois. Voilà, alors que cette maladie, elle est ténue, elle est pertinente, quoi. Il faudrait, je reprends un terme de Daniel. Elle dit qu'il faut faire des réglages fins, il faut faire avec ça. Mais parfois c'est du gros sel, quoi. Voilà, les journalistes, on le sait. Moi, je sais que j'ai fait pas mal d'émissions. Hein, la meilleure, c'est celle de Frédéric Lopez, mais on en a fait d'autres que j'ai refusées parce qu'il fallait, fallait pleurer toutes les larmes. J'ai me suicidé, tout ça. Non, mais celle que tu as faite, déjà, tu as fait beaucoup, et en plus, celle que tu as faite marque. J'espère. Je crois qu'on arrive au bout du temps qu'on s'était donné. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a un message supplémentaire Oui. Je voulais dire que rien n'est terminé, rien n'est fichu. Tout est en vous. Vous êtes l'acteur de votre maladie. N'hésitez pas à contacter l'AFTOC. Tu peux mettre en bas mon adresse mail, mon téléphone, je suis là, je reçois encore des appels, hein, même encore aujourd'hui, hein, c'est par tous les canaux, vous pouvez m'appeler, mon téléphone, mon mail, etc. Et puis soyez heureux, soyez heureux. Eh ben, merci Joël pour ces messages importants que tu as fait passer. Et j'en profite aussi pour remercier Daniel qui nous accueille aujourd'hui chez elle, qui est derrière la caméra, vous ne la voyez pas, mais merci elle pour tout ce qu'elle fait plus largement. Merci Daniel. Elle est modeste, mais on la remercie. Merci beaucoup.